Pour cet épisode 53, j'interviewe Antoine Faure de Cobra. On va parler avec Antoine d'un sujet sensible et parfois complexe, la rémunération variable des commerciaux. Antoine s'est énormément documenté sur le sujet et va vous donner les meilleurs conseils pour créer un plan de commissionnement pour votre force de vente. Nous allons voir pourquoi, si ce sujet est bien traité, il peut devenir un véritable levier de performance pour votre entreprise. À la fin de l'épisode, prenez 2 minutes pour aller sur vive.fr pour comprendre notre technologie de vidéo coaching pour les commerciaux qui pourrait vous intéresser. Pour information, nous entamons une levée de fonds en amorçage. Donc si vous connaissez de potentiels investisseurs ou si vous-même cela peut vous intéresser de faire partie de notre aventure, vous pouvez me contacter. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Faure, CEO de Cobra. Antoine, salut. Salut Alex. Donc Antoine, on va commencer comme avec tous les invités. Je vais te laisser te présenter ton parcours et qu'est-ce que tu fais avec Cobra. Donc à toi la parole. Yes, bien sûr. Je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans, plutôt ingénieur de formation. Mais bon, comme on est sur un podcast de sales, je vais peut-être te parler de mon premier job où j'ai fait de la vente. C'était en tant que business développeur à New York. C'était la joint venture américaine d'un industriel français. On vendait D'accord, des ok. équipements de lead manufacturing pour des ateliers, entrepôts, usines en Amérique du Nord. Et j'étais aux côtés d'un ancien de l'industrie automobile qui avait participé au lancement de Nissan aux États-Unis. Et donc, Ok. j'avais quelques déplacements à Washington, Boston, Montréal, mais aussi un petit peu dans des endroits un peu plus reculés qu'on connaît moins. Et voilà, là, c'était les premiers très bons souvenirs de vente que je faisais aux côtés de ce monsieur qui m'a transmis certaines choses. Ensuite, je suis rentré T'as en une, France. t'as une Ouais, sacrée première expérience j'ai eu beaucoup de vente. chance. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Et Et après, t'es rentré en France, ouais, vas-y. Je t'ai coupé, ouais, désolé. ensuite, je suis rentré en France. Euh, j'ai fini mes études parce qu'à ce moment-là, j'étais encore étudiant. Et à la sortie des études, je me suis lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat avec Axel et Tanguy. Et en fait, à ce moment-là, j'ai lu un livre qui a, on va dire, façonné plus que changé ma façon de voir la vente parce que j'en avais fait un tout petit peu, mais j'ai pas eu de grands changements à faire puisque j'ai tout appris, enfin, j'ai appris certaines choses que récemment. Et ce bouquin, ça s'appelle The Sales Acceleration Formula Ah oui. de Marc Roberge, qui est l'ancien VP Sales de HubSpot. Et ce qu'il décrit dans son livre, c'est un manager qui fait du coaching, mais qui s'appuie aussi sur des datas pour effectuer ce coaching. Et ça m'a rappelé un film, en fait, un film que j'adore, qui s'appelle Le Stratège, Moneyball en anglais, avec Brad Pitt. Ouais, excellent Euh, film, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, qui te parlera certainement par rapport aux expériences que tu as eues. Mais Oui. bah, pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne connaîtraient pas le film, c'est un coach de baseball qui a une méthode un petit peu révolutionnaire, c'est qu'il s'appuie sur plein de données qu'il y a sur les joueurs de la ligue de baseball nord-américaine pour faire son recrutement. Parce qu'il est dans une équipe qui n'a pas forcément beaucoup de budget. Euh, et en fait, grâce à ces recrutements qui sont très analytiques, il va réussir à conduire l'équipe assez loin. Alors, ils vont pas gagner, mais ils vont aller beaucoup plus loin que ce n'était attendu. Et il va gagner on va dire, la reconnaissance de ses pairs. Et en fait, le parallèle avec le monde des sales, c'est que aujourd'hui, tu as un sales manager qui est un vrai coach et tu as un sales ops qui est son adjoint et qui s'appuie sur toutes les datas des différents systèmes qui sont utilisés pour aider le coach à prendre les bonnes décisions. Ouais, alors Sales Ops, c'est vrai que ce poste-là existe beaucoup dans des structures, on va dire, plutôt des grosses startups ou des scale-up qu'on invite parfois dans le podcast. Donc, c'est pas forcément une personne qui a dans des PME, des entreprises plus traditionnelles. Donc, toi, tu le définirais, le Sales Ops, comme un analyste, c'est ça? Comment tu le définirais?
Ouais, c'est ça, c'est un analyste. euh, c'est quelqu'un, enfin, c'est ça vraiment ça, qui a l'esprit analytique et qui va aider le coach, le manager à prendre les décisions. Alors, il va faire aussi d'autres choses, comme prendre en charge le sales planning euh, ou d'autres tâches. Généralement, en fait, c'est des choses que n'importe quelle entreprise fait, mais qui ont été un peu théorisées ces dernières années, effectivement, plutôt dans un milieu tech. Mais nul doute que tout le monde pourrait s'inspirer de ce modèle. Ouais. Oui, ouais, et puis les entreprises finalement peuvent le faire, mais pas forcément avec une personne qui a la fonction et qui le fait à temps plein. C'est souvent soit le directeur commercial qui fait une partie de la data, voire le CEO, voire le directeur financier. Absolument. Ça peut être partagé. Mm, mm. Donc toi, tu nous parles Absolument. cette fonction de sales ops parce que en fait, tu vas nous expliquer, mais avec ta boîte, tu t'adresses à notamment cette population-là. C'est exactement ce raisonnement. En fait, j'ai pris le bouquin de Marc Roberge, les chapitres les uns après les autres, et je me suis dit, qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un logiciel pardon, et qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'est pas suffisamment connu du public. Et Ouais. en parcourant les pages, bim, chapitre 8, il écrit que vous soyez CEO ou VP Sales, le plan de rémunération des commerciaux est certainement l'outil le plus puissant pour mener à bien votre stratégie commerciale. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, j'ai mon idée. D'accord, donc Cobra, synthétiquement, qu'est-ce que ça fait? Cobra, c'est un logiciel qui te permet de piloter la rémunération variable des commerciaux, donc à la fois de donner de la visibilité aux sales pour qu'ils puissent se projeter, savoir où ils en sont. Mais aussi, notre vision, c'est d'accompagner les dirigeants à choisir le plan de rémunération qui est le plus adapté à leur contexte. D'accord, donc vous l'avez compris, on va parler de rémunération des commerciaux aujourd'hui et de comment bien commissionner les commerciaux. Et donc, bien sûr, comme tu as la tête dans le guidon en ce moment avec Cobra sur ce sujet, je trouvais que tu étais un invité pertinent pour traiter de ce sujet avec toi. Donc, on le dit dans les coulisses, tu as extrêmement bien préparé le sujet, hein. Tu m'as fait un super document d'ailleurs qui pourrait avoir beaucoup de valeur pour de nombreuses personnes. Mais bon, le podcast, en fait, tu vas résumer ce que tu m'as mis dans le document. Donc pourquoi tu as voulu choisir ce sujet? Pourquoi tu as voulu traiter dans le podcast ce sujet? Bon, on a compris qu'avec ta société, tu adresses ce sujet, mais au-delà de ça, pourquoi c'est un enjeu selon toi, la rémunération des commerciaux? Alors, c'est un enjeu parce que si on reprend toujours Marc Roberge, et c'est aussi l'avis de pas mal de directeurs commerciaux, le variable, c'est un vrai élément de motivation des commerciaux. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est pas le seul levier de motivation. Tout le monde est intéressé par plein d'autres choses. Mais pour rebondir sur le fait qu'il n'y a pas de mal à ça, je compare parfois ça à un entrepreneur. En fait, pour l'entrepreneur, à chaque fois que tu fais une vente, la valeur de ta société augmente, si tant est que cette valeur soit liée au chiffre d'affaires. Et donc, un entrepreneur qui possède une partie significative du capital, en fait, à chaque fois qu'il fait une vente, il perçoit comme une commission invisible qui est l'augmentation de la valeur de ses parts. Et qui souvent est bien plus importante que celle du commercial en valeur absolue. Mais pourtant, tu vois, moi, quand je monte ma boîte, je pense pas du tout à ça. Et je pense que un bon entrepreneur ne doit pas penser à ça, ne fait pas ça que pour l'argent, mais tu vois, quelqu'un qui ne pense pas secrètement au fait que si ça marche, ça puisse un jour rapporter de l'argent, c'est aussi un menteur. Donc, il n'y a pas de mal à ce que le sales soit motivé par ses commissions, n'importe qui le serait. C'est comme ça et c'est bien. Et donc, à partir du moment où ça existe, que c'est comme ça, sauf dans certaines entreprises où il n'y a pas du tout de variable, eh bien, tu te rends compte que c'est un sujet stratégique sur lequel tu ne peux pas te louper. Et grâce à ton invitation, j'avais envie de pouvoir aider des dirigeants d'entreprise sur mettre en place le bon système de variables. Parce que c'est vrai que souvent, on peut se sentir un petit peu démuni par rapport à cette problématique, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de pratiques qui existent et qu'on peut trouver sur Internet. Voilà. Ouais, et puis souvent toi, quand tu crées une entreprise, moi je me suis basé sur un système de commissionnement que je connaissais dans mon ancienne entreprise.
mais finalement, j'avais pas d'autres modèles, alors qu'il y en existe vraiment de nombreux modèles. Et comme tu le dis, système de commissionnement, ça va jouer sur la motivation des commerciaux, mais aussi bah, sur leur rétention. Si tu as un bon système de commissionnement, ils vont rester chez toi. Ouais. Et aussi, ça va jouer sur la profitabilité de ta boîte. Donc, tu peux avoir des commerciaux qui te coûtent trop cher. Et si tu as mal calculé ton coût d'acquisition, tes commissions, etc. Absolument. Si tu fais mal les choses, tu peux avoir des commerciaux qui sont démotivés, donc potentiellement moins performants. Tu peux avoir des commerciaux qui partent. C'est-à-dire que tu dois les remplacer par des commerciaux qui eux-mêmes n'atteignent pas forcément leurs objectifs dès le départ, puisqu'ils sont encore en apprentissage. Et tu as parlé de profitabilité, effectivement. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre donner suffisamment au commercial pour que ce soit motivant pour lui et ne pas non plus trop lui donner, parce que si ça te coûte trop cher, tu perds en rentabilité. Donc, c'est toutes ces problématiques qui sont essentielles et sur lesquelles c'est important que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de mauvais sentiments qui demeurent dans l'équipe. Ouais. Voilà, c'est important d'être clair. Bon, bah, très bien. Donc là, on enregistre l'épisode en fin d'année, en novembre. Donc c'est intéressant parce que comme ça, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour revoir votre plan de commission pour l'année prochaine. Donc là, imaginons, ok, j'écoute le podcast, j'ai envie de revoir la rémunération de mes commerciaux. Donc, quand tu veux définir ton plan de commissionnement, par où tu commences? Voilà, la première étape, c'est laquelle? Donc, la première étape, c'est d'identifier quels sont les rôles que tu as dans ton équipe, quels sont les différents types de commerciaux et quelles sont les grandes caractéristiques des ventes que tes commerciaux vont faire. Les grands types de rôles que tu peux avoir, il y en a 4. Évidemment, ça dépend des contextes. Il peut y avoir d'autres types de commerciaux, mais je vais parler des 4 plus courants. Il va y avoir le SDR, donc c'est Sales Development Representative. Un SDR, c'est quelqu'un qui fait de la prospection et qui est chargé de générer des rendez-vous qualifiés pour le deuxième type de commercial, qui est le chasseur, account executive ou chasseur. Account executive. C'est lui qui va vraiment faire les ventes, qui va aller chercher du nouveau revenu auprès de nouveaux clients. Ensuite, une fois Ouais. que le client il est chez vous, vous pouvez avoir tu peux avoir des Customer Success Managers qui, eux, sont en charge du renouvellement de cette base de clients, de la fidélisation des clients. Donc, leur enjeu, c'est que les clients recommandent. Et le quatrième type de commercial, ça va être le account manager, qu'on peut appeler l'éleveur ou le chargé de compte. Et lui, il est un petit peu entre le chasseur et le CSM, qui est en charge du renouvellement. Lui, il va être chargé de faire augmenter son portefeuille de clients. Donc, on va par exemple lui dire, tiens, je te donne ces 10 clients, ton objectif, c'est que il passe de 1 million de commandes à 1 100 000 à la fin de l'année. Ouais. Et bien sûr, ouais. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces spécialisations, on a fait des épisodes dans le podcast là-dessus, notamment un avec Maxime Paris sur la spécialisation des postes. Donc, bien sûr, cette spécialisation peut changer en fonction de la taille de votre entreprise, de sa croissance, etc. Tu vas pouvoir parfois mixer certaines spécialisations ou les spécialiser encore plus en fonction de la taille des clients. Donc voilà, on va pas passer trop de temps sur cette spécialisation. Mais toi, tu me dis que déjà, on va faire des plans de commission différents en fonction du type de poste de tes commerciaux. Absolument, parce qu'en fait, leur performance va être mesurée sur des indicateurs différents. Ouais. Un chasseur, évidemment, ça dépend des contextes et tout le monde doit se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de chacun des commerciaux. Mais un chasseur, on va généralement attendre qu'il ramène du revenu ou des nouveaux clients qui font que tu vas augmenter ta part de marché. Un SDR, lui, on veut qu'il génère des rendez-vous qualifiés pour les chasseurs. Si bien que tu as plusieurs métriques et il faut bien être au clair sur quelle métrique permet d'évaluer la performance de chacun des commerciaux qu'on a identifiés dans son organisation commerciale. Si je peux donner quelques exemples de métriques assez courantes, il va y avoir le revenu généré lorsqu'on est en phase de conquête.
On peut incentiver aussi sur la marge. C'est quand on est plutôt dans une recherche de rentabilité ou qu'on vend des produits qui, contrairement au logiciel, ont un coût de production qui est important. À ce moment-là, le vrai indicateur, ça peut être la marge. Certaines entreprises peuvent incentiver sur le nombre de ventes plutôt que sur le revenu. C'est vraiment quand on cherche à se faire un nom, à toucher un maximum de personnes qui vont parler de notre entreprise. Un autre exemple, ça peut être d'aller chercher des nouveaux logos. Donc ça va être des nouvelles entreprises qu'on aura préalablement définies comme étant des références qui peuvent servir notamment lorsqu'on est dans une phase de conquête d'entrée en fait sur un nouveau marché. Et puis y avoir des éléments comme la rétention ou le churn sur lesquels on peut incentiver les commerciaux. On va dire c'est ça les grandes métriques assez usuelles. D'accord. Bon, on comprend effectivement qu'en fonction de son poste, on va avoir des métriques différentes, donc on va en parler tout à l'heure. Tu m'as parlé aussi finalement du panier moyen, du type de vente que tu vas faire. Donc, c'est aussi quelque chose à savoir au début de ton plan de commissionnement. Est-ce que tes commerciaux vendent des paniers moyens petits, enfin gros, et en fonction de ça, les commissions vont être agencées différemment? Absolument, en fonction de la taille du panier moyen, en fonction de la longueur du cycle de vente. On le verra notamment au moment où on définira quelle est la fréquence à laquelle on doit verser les commissions. Tout ça, c'est des choses qui ont un impact très important. Absolument. D'accord. Donc voilà, la première étape, c'est de savoir dans votre organisation commerciale qui va toucher les commerciaux, qui va toucher les commissions. Et on va voir, après, c'est les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on va mesurer, comment on va leur verser des commissions, voilà, la fréquence, le fixe, les variables, on va voir tout ça. Ouais. Donc là, on a le qui, on va peut-être passer à qu'est-ce qu'on mesure, on va passer au quoi, Ouais. si tu veux bien. Absolument. Donc, il peut y avoir tous ces indicateurs, revenus, marge, etc., qui peuvent servir de mesure de la performance. Je mettrais peut-être un petit point d'attention sur des métriques qui ne sont pas liées vraiment au résultat. C'est-à-dire que parfois, on voit des entreprises qui vont rémunérer sur le nombre d'appels passés ou rémunérer, parfois, ça arrive aussi sur la qualité, sur le taux de complétion du CRM. Et alors, il y a plusieurs écoles, mais j'ai tendance à penser que c'est plutôt des mauvaises idées de récompenser sur ce qui n'est pas du résultat, mais un moyen. Parce qu'en fait, la rémunération, c'est quelque chose qui est très puissant psychologiquement sur n'importe qui. Et dire à un commercial, je te rémunère pour chaque appel que tu passes, en fait, c'est encourager des effets de bord avec des commerciaux qui vont passer énormément d'appels, mais qui vont pas forcément avoir en tête le fait que l'appel, faut qu'il dure quand même un certain temps pour que il soit intéressant pour l'entreprise et qu'il puisse déboucher sur une vente. Donc voilà, juste avant de rentrer dans le plan de commissionnement d'un SDR, par exemple, je préférais parler du fait que c'est pas forcément une bonne idée d'incentiver sur du moyen, mais que c'est vraiment la recherche du résultat qu'on souhaite lier à la rémunération. Ouais, d'ailleurs, une question, si tu as un SDR que tu rémunères en fonction du nombre de rendez-vous qualifiés, est-ce que tu le rémunères différemment si le chasseur de l'account exécutive close ou pas? Alors ça, c'est une très bonne question. Pour la rémunération d'un SDR, effectivement, si tu ne récompenses que sur les rendez-vous qualifiés, tu vas avoir des SDR qui sont très motivés à faire quelques appels supplémentaires, y compris en fin de journée. Mais tu pourras avoir des rendez-vous qui sont de piètre qualité quand ils arrivent chez le chasseur, qui est celui qui va faire la vente. À l'inverse, si tu ne rémunères les SDR que sur le revenu qui est effectué en bout de chaîne par la personne qui a récupéré le rendez-vous qualifié et qui a effectué la vente, ils vont plus avoir cette immédiateté de la récompense, puisqu'ils vont devoir attendre quelques semaines, voire quelques mois, entre leur action et le revenu effectif généré. Et donc, tu vas te retrouver à avoir des sales, des SDR qui vont baisser en motivation. Donc, sur le cas des SDR,
Ce que je recommande, c'est de faire moitié-moitié, en fait, et de dire la moitié de la rémunération, elle est liée aux rendez-vous qualifiés qui sont passés aux chasseurs, enfin aux closers, et l'autre moitié, elle est liée au revenu qui a été généré en bout de chaîne par ces commerciaux. Ok, super. Bah, écoute, c'est un premier tips important qu'on n'a pas forcément en tête quand on commence à avoir des SDR. Euh, Sachant que tu peux Très bien. Est-ce que complexifier tu le vois autre modèle chose? en rajoutant des poids en fonction de l'interlocuteur avec lequel le SDR a qualifié le rendez-vous, parce que si c'est avec un top exécutif, bah, ça va valoir plus de points que si c'est avec le stagiaire, par exemple. Tu peux Ouais. Et évoluer sur tout j'imagine ça. que pour la personne qui gère l'après-vente, donc ce qu'on a parlé, le Customer Success Manager, c'est pareil. Autant le SDR, on comprend, c'est les revenus, le nombre de meetings qui va aboutir à des ventes. Le chasseur, donc l'account executive, c'est simplement le revenu. Mais le CSM qui va faire de l'après-vente, comment tu vois la chose? Quels conseils tu pourrais donner là-dessus? À nouveau, comme pour le SDR, il peut y avoir, enfin, il y a deux tâches qu'il faut distinguer. Il va y avoir le renouvellement et l'augmentation du portefeuille. Donc, on a bien sûr envie que les clients existants, en tout cas, au moins quand on est dans un business récurrent, on a évidemment envie qu'ils restent d'une année sur l'autre. Mais on a aussi envie que ces clients, ils payent de plus en plus cher. Et cette fois-ci, plutôt que de séparer en moitié renouvellement, moitié augmentation de portefeuille, ce que je recommande, c'est plutôt de dire 2 tiers sur le renouvellement et 1 tiers sur l'augmentation de portefeuille. Pourquoi ce ratio de 2 vs 1? Parce qu'en fait, le churn, qui est l'inverse du renouvellement, le fait qu'il y ait un client qui parte, qui ne renouvelle pas, et ben non seulement c'est l'inverse de l'augmentation du portefeuille, c'est comme si on avait notre portefeuille qui baissait en valeur, mais en plus, c'est un client non satisfait qui part et qui va potentiellement en entraîner un autre. Souvent on dit qu'un client qui part, il en entraîne entre 0,8 et 1,2 avec lui, donc on va dire en moyenne 1. Et Oui, c'est un peu l'expression un client satisfait va en parler à deux autres personnes, un client insatisfait va en parler à 10 autres personnes. oui, en tout cas, il y a ce risque-là, donc il faut absolument éviter le churn. C'est pourquoi dire je pondère la rémunération à 2 tiers sur le renouvellement et 1 tiers sur l'augmentation de portefeuille, euh, Ouais. c'est quelque chose qui, selon moi, a du sens. Oui, et puis c'est finalement sa première mission au CSM, d'accompagner le client pour faire en sorte qu'il renouvelle et qu'il ne quitte pas le produit. Absolument. Et c'est du bonus si on arrive à lui vendre d'autres choses autour du produit. Ouais. Donc le grand message ici, c'est voilà, c'est payer vos commerciaux sur les activités dont ils sont responsables. Et il faut vraiment faire un travail en amont pour identifier quelles sont vraiment ces activités dont ils sont responsables. Sinon, on va avoir des indicateurs qui ne sont pas en accord avec ce que le commercial fait au jour le jour. D'accord. Donc là, on a vu le premier point, donc c'était définir qui sont les commerciaux dans ton entreprise, sur quoi on va mesurer leur performance. Et tu voulais aussi me parler de ce qu'on appelle le coût d'acquisition client, c'est-à-dire qu'est-ce que te rapportent tes commerciaux et finalement agencer tes commissions en prenant cette donnée-là aussi. Absolument. En fait, c'est difficile de savoir répondre à la question quel package est le plus juste pour mes sales. Évidemment, tout le monde regarde les salaires du marché en se disant bah, si on est dans les salaires du marché, on est dans ce qui est censé être juste, et c'est un bon réflexe. Mais un autre réflexe qui selon moi est vraiment indispensable, c'est de comparer, de comparer ce que rapportent les commerciaux avec ce dont tu as parlé, qui est le coût d'acquisition client. En fait, le coût d'acquisition client, ça va être la somme de toutes tes dépenses marketing et commerciales, y compris le salaire des commerciaux, et notamment leur salaire variable. Ce qu'il faut que tu fasses au moment où tu souhaites définir le package de tes sales, c'est de te dire bah, combien en fait est-ce que je suis prêt à payer pour acquérir un client. Donc un client qui te rapporte 20 000 euros par exemple, combien est-ce que tu es prêt à payer pour l'acquérir? Admettons que ce soit 15 000. 15 000 et que tu dis bah, cette année j'ai envie d'acquérir 100 clients.
Donc, ça veut dire que tu es prêt à payer 1 500 000 en toutes dépenses marketing et commerciales, y compris donc les salaires des sales. Et à ce moment-là, bah, tu fais un petit peu l'équation de te dire, OK, je compte embaucher combien de sales par rapport à ce que je dépense en marketing. Bah, en fait, tu arrives mécaniquement au montant qui est le plus juste pour rémunérer tes commerciaux. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter les podcasts. Donc, j'en ai fait deux. Il y en a un qui n'est pas encore paru, mais le podcast avec Dominique Seguin sur comment créer une machine de vente. Parce qu'en fait, l'idée de la machine de vente, c'est d'essayer de prévoir quelles seront tes ventes en fonction de ton coût d'acquisition, donc en fonction de l'argent que tu mets sur la table, qu'est-ce que ça va te générer comme vente. Et en fait, quand on arrive à ça, on peut commencer effectivement à calculer finalement combien va te coûter l'embauche d'un commercial et surtout combien va te rapporter l'embauche d'un commercial. Mais c'est pas forcément évident au début, c'est-à-dire qu'au début tu crées ton entreprise, tu crées ton produit et tu sais pas forcément qu'est-ce que ça va te rapporter en termes de clients selon l'énergie que tu mets et l'argent que tu mets sur la table. Donc là, c'est vraiment important d'avoir ce coût d'acquisition client le plus tôt possible. Et pour ça, il faut faire des machines de vente prédictibles. Mm. Et ça te rassure en fait, de te dire, OK, je le paye tant, et ce revenu est justifié, enfin, oui, c'est ça, ce salaire est justifié par rapport à ce que je suis capable de dépenser. Ça te met à l'aise. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est plus facile du coup de prévoir des embauches ouais, quand tu as ça. Ouais. Donc on vérifie donc que les salaires qu'on propose sont pertinents par rapport à notre stratégie d'acquisition. Si tu veux bien, on va passer à un sujet important pour de nombreuses entreprises, c'est la partie fixe versus la partie variable. Alors qu'est-ce que Yes. tu peux nous dire là-dessus? Bah, déjà, si on a suivi les étapes d'avant, à savoir identifier quels sont les différents rôles des commerciaux, quels sont les indicateurs sur lesquels on va commissionner chacun de ces rôles, et qu'on a déterminé le montant total fixe plus variable, ça c'est le package général pour les sales, il y a on va dire la première moitié du chemin qui est faite. Et ensuite, effectivement, il faut se poser la question, bah, sur ce package, quelle est la répartition entre le fixe et le variable? Et à nouveau, ce sont des répartitions qui vont dépendre des différents rôles. Donc un SDR, il va pas avoir la même répartition fixe-variable que celui qui close les ventes. Ça va aussi dépendre du cycle de vente. D'accord. Les bonnes pratiques, généralement, c'est qu'un SDR doit être aux alentours de 70-30, 70 de fixe, 30 de variable. Un closer, ça va être 60-40, voire même 50-50. Et un CSM, en charge du renouvellement, ça va être plutôt 80-20. Pourquoi? D'accord. Parce qu'en fait, plus tu es proche du revenu, plus tu es proche de la génération de revenus, plus tu dois avoir un variable important. Ouais, c'est compréhensible. Hein, effectivement, quand tu es CSM, ben, tu travailles avec des gens qui viennent d'acheter, donc tu vas pas forcément faire un revenu tout de suite, quoi. C'est ça, et même tu veux pas que tes CSM, en ayant un variable trop important, ils soient pushy avec les clients pour leur proposer un renouvellement anticipé ou un add-on en plus qui augmente le panier. T'as pas envie qu'ils se comportent comme ça. Donc, Ouais. tu vas pas leur mettre un variable trop important. C'est pour ça que le 80-20 est plutôt logique. À l'inverse, un closer, bah, il faut qu'il fasse son chiffre, il faut générer du revenu, c'est une priorité. Et donc, ça fait partie du jeu qu'il ait un variable un peu plus important. Et ensuite, ça va varier selon le cycle de vente. Sur un cycle de vente très court, on va pouvoir donner beaucoup de variables. Mais sur un cycle de vente très long, c'est le fixe qui va être beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'un commercial qui vend n'importe quoi, un logiciel par exemple à 200, 300, 400 000 euros de panier moyen annuel, il va pas en faire 50 des ventes dans l'année. Il va en faire 3, 4, 5. Et étant donné qu'il ne fait que peu de ventes, on peut pas lui dire tu ne touches une commission que quand tu fais une vente.
Sinon, Ouais, il va sinon, passer des longs mois sans avoir son variable, et ça, c'est pas souhaitable parce qu'on veut lui donner quand même une sécurité, étant donné qu'il fait un job très important pour la société. ouais. Oui, oui, là aussi, ça a beaucoup de bon sens, hein. C'est toujours sur des leviers de motivation finalement. Mm. Très bien. Alors là, ce qu'on fera dans les notes du podcast, c'est qu'on partagera une grille un peu que tu m'as passé aussi en off. C'est une grille qui a été faite par le cabinet Up2, où là, tu as des exemples de fixes et de fixes variables en fonction de l'expérience aussi du commercial Et du secteur. et du secteur. Ouais. Donc Mm, voilà, là aussi, c'est intéressant pour savoir où se situer et où situer les salaires et les commissions de vos commerciaux. Ce serait un peu long à tout Ouais. expliquer à l'audio, mais on mettra ça sur les notes du podcast. Où là, par exemple, le tableau que tu m'as partagé, tu as les commerciaux qui ont de l'expérience donc de 0 à 2 ans, 2 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, plutôt dans un secteur informatique. Et tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 postes différents. Donc ça va de l'assistant commercial au directeur commercial qui a la rémunération la plus élevée. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tu veux qu'on passe à la fréquence en sachant qu'on a déjà bien dépassé les 30 minutes d'entretien? Donc, tu voulais me parler peut-être de cette fréquence. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais. Alors la fréquence des commissions, c'est vrai que c'est l'étape suivante. Donc là, on a un fixe et un variable pour chaque sales. La question, c'est à quelle fréquence est-ce que je vais verser cette partie variable? Sachant qu'il y a une double question. Il y a à quelle fréquence est-ce que je mesure la performance du sales et à quelle fréquence est-ce que je lui verse ses commissions. Et les deux peuvent ne pas être égales. Euh, Prenons l'exemple d'un commercial qui aurait des objectifs trimestriels. Antoine, je te coupe. Du coup, fréquence en général, on a soit mensuel, soit trimestriel, soit annuel. C'est en Oui. gros souvent ce qui est classique sur le marché. Alors on peut voir semestriel parfois, mais oui, dans l'ensemble, c'est mensuel, trimestriel ou annuel. D'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et cette fréquence de calcul des objectifs et des commissions, souvent, elle doit être alignée avec le cycle de vente. Donc ça fait pas de sens de dire je vais verser les commissions mensuellement si mon cycle de vente c'est 9 mois. Et à l'inverse, ça fait pas de sens de verser les commissions seulement en fin d'année si le cycle de vente c'est 1 mois et demi. Ouais, donc le cycle de vente va vous indiquer, va vous donner une très bonne indication sur si vous devez verser vos commissions tous les mois ou au trimestre ou chaque année. Ouais. Et prenons un exemple d'une entreprise qui a des commissions mensuelles avec un objectif mensuel. Ça peut être adapté dans des entreprises qui ont des cycles de vente très courts parce qu'on veut pousser les commerciaux à y aller très fort et à faire un super chiffre chaque mois. Donc Ouais. c'est quelque chose qui peut être éprouvant pour les commerciaux. On va certainement voir un turnover plus important que des entreprises qui ont des cycles où les variables sont versées de manière trimestrielle ou annuelle. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter à son contexte d'entreprise. Et quand on a des cycles de vente très courts, ça fait sens de verser les commissions mensuellement. Pour toute entreprise qui a un cycle de vente entre 2 et 9 mois, on peut se dire que le plus logique est de calculer les commissions trimestriellement. Ouais. En sachant que tu peux les calculer trimestriellement, mais faire un système où tu fais des versements mensuels avec des avances et tu régularises après. C'est ce qui te permet notamment d'éviter l'effet frigo. L'effet frigo, qu'est-ce que c'est? Alors on en parle un petit peu avec les accélérateurs juste après, mais quelqu'un qui dépasse sa performance, généralement dans un plan de commissionnement, il va gagner d'autant plus en commission et de plus en plus vite. Et l'effet frigo, c'est quoi? C'est de se dire, euh, j'ai envie d'avoir une super performance. Je préfère avoir une super performance un mois et une performance très mauvaise le deuxième mois, plutôt que deux performances moyennes. Parce Ouais. que je vais avoir une super commission, ensuite pas de commission, mais ma super commission, elle sera plus grosse que mes deux moyennes commissions. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter en tant que dirigeant, parce que ça dérègle le cycle de vente.
Et ça dérègle aussi le revenu, puisque le revenu, au lieu de venir tous les mois, il va arriver parfois beaucoup pendant un mois et ensuite plus pendant un autre mois. Et donc de se dire, j'ai des commissions trimestrielles, mais je fais des avances de commission chaque mois, c'est quelque chose qui empêche l'effet frigo, parce que si tu fais pas ça, tu vas avoir des commerciaux qui ne perçoivent des commissions qu'à 4 moments dans l'année, donc à la fin de chaque trimestre. Et il peut être tentant pour eux de se dire, bah, c'est pas grave si je touche pas de commission sur un de ces 4 trimestres. Si je fais 3 gros autres quarters à côté, je suis pas perdant. Ouais. Mais si tu mets cette avance de commission mensuelle, en fait, ils vont percevoir les commissions à 12 moments différents de l'année. Et de dire, je fais de l'effet frigo pour tout mettre sur 3 trimestres, ça fait qu'en fait, pendant 3 mois où tu es censé avoir une paye, tu vas pas en avoir ou très peu, parce que tu as fait exprès d'être en dessous de tes objectifs sur ce trimestre, enfin sur cette période-là. Et c'est déjà plus, ça persuade plus les sales de ne pas faire cet effet frigo. C'est préventif. C'est là qu'on voit l'importance de faire à la fois cet épisode sur les commissions, mais aussi d'avoir des outils ou des hommes en interne. C'est aussi, j'imagine, pour ça que tu as créé Cobra. C'est pour faciliter justement ces gestions en fait qui sont pas forcément évidents à mettre en place de versement de commission que tu peux faire mensuellement même si tu calcules sur un trimestre, etc., etc. Autre question, tu donnes la commission commerciale quand il facture son client ou ou quand ton client paye? Ça, c'est une très bonne question. Sachant que tu peux aussi donner la commission dès la prise de commande, qui peut avoir lieu avant la facturation, enfin qui a toujours lieu avant la facturation. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu souhaites que tes commerciaux ils soient en train d'appeler les clients pendant les semaines et les mois qui suivent la vente pour que le client paye? Si tu as absolument envie d'éviter ça, parce que c'est le rôle de quelqu'un d'autre, alors il faut payer les commissions dès la prise de commande. Par contre, si tu es dans une situation un petit peu pas forcément plus délicate vis-à-vis de la trésorerie, mais où tu n'es pas encore une entreprise qui a de quoi faire des avances de commission dans tous les cas, alors tu peux te dire, je vais attendre que les clients payent pour verser les commissions. Mais donc la contrepartie de ça, c'est que tes sales vont appeler les clients pour qu'ils payent. Ce qui parfois est un comportement que tu recherches. Ouais. Oui, bien sûr, ça dépend vraiment aussi où tu en es dans ton entreprise. Ouais. Écoute, merci pour ce point-là. C'est quand même, tu nous donnes quand même pas mal de tips hein, pour bien penser le plan de commissionnement. Tu voulais aussi apporter un point qui est parfois pas trop accepté par des entreprises françaises. C'est quelque chose aux États-Unis qui est assez classique, mais en France un peu moins. C'est en gros les paliers de commission, notamment est-ce qu'on met un palier où à partir d'un certain moment de la performance du commercial, on ne verse pas de commission? C'est-à-dire, est-ce qu'on paye, est-ce qu'on fait une limite ou pas de commissionnement? Alors ça, c'est mon sujet préféré. Ouais. Mais qui est pas facile à aborder au tout début parce que en fait, faut respecter cet ordre, définir des objectifs, ensuite répartition fixe variable, à quelle fréquence, pour enfin terminer par dire comment je rémunère la top performance. Le mieux, c'est que je te fasse un petit exemple. Prenons une boîte qui fait 5 millions de revenus annuels, chiffre d'affaires ou revenus récurrents, et qui dépense près de 1 million d'euros en marketing. Quand je dis 1 million d'euros en marketing, c'est en comptant tous les budgets, PR, ads, même le salaire des marketeurs ou le salaire des quelques SDR que je mets dans le lot pour simplifier. Donc cette société qui fait 5 millions de revenus et qui a 1 million de dépenses en marketing, admettons qu'elle ait 10 commerciaux, qui sont tous des closers, avec un fixe à 40K et un variable s'ils atteignent 100% de leur objectif qui est de 30K. Donc ils ont un package de 70. Donc tu te retrouves à avoir 1,6 million d'euros de frais fixes, puisque tu as 600 000 euros de fixe, toutes charges comprises pour tes sales. Okay. Maintenant, on va avoir deux scénarios. Prenons le premier scénario où tous les 10 sales, ils atteignent pile poil leur objectif.
Et ensuite, on va faire un deuxième scénario où ils atteignent tous 2 fois leur objectif. Dans le premier cas, s'ils atteignent pile poil leur objectif, ils vont avoir 1 fois leur variable. Donc, les sales touchent 70K et le total des salaires variables est 400 000 euros. Donc, tu te retrouves avec une dépense totale d'acquisition, donc marketing plus sales, de 1,6 plus 400 000 égale 2 millions d'euros. Dans le deuxième cas, tes sales qui atteignent 2 fois leur target, imaginons qu'on leur donne 3 fois leur variable. Donc les sales, ils vont toucher 40 de fixe toujours, plus 3 fois 30 de variable égale 130K. Là, on peut se dire, waouh, c'est beaucoup. Sales qui gagnent 130K. Alors après, ça dépend des industries. Pour d'autres, c'est moins, mais si tu payes tes sales 70 à atteindre d'objectif, dire je leur donne 130, c'est waouh. Ouais. Tu te retrouves cette fois-ci avec des frais variables qui sont de 1,3 million d'euros. Okay, et donc des frais. Ouais, alors en fait, c'est les 90 fois 10 sales, 900K, plus les charges, 1,3 million. Donc cette fois-ci, tu te retrouves avec des dépenses totales de 2,9 millions d'euros. Donc si je récapitule, dans le scénario 1, les sales, ils atteignent 100% de leur objectif et tu payes 2 millions d'euros pour acquérir tous ces clients. Dans le deuxième cas, les sales, ils font le double de leur objectif et tu payes 2,9 millions d'euros en acquisition. Donc tu as dépensé 900 000 euros de plus, c'est uniquement 45% de plus de dépenses, mais tu as augmenté de 100% ton revenu. Donc en fait, pour chaque euro de dépensé en plus, tu reçois quasiment 2 euros de plus de revenus. Et en fait, détaillé comme ça, on se rend compte que les accélérateurs de commission, c'est-à-dire amplifier beaucoup le variable en cas de surperformance, et ben c'est un levier de performance incroyable et à bas coût. Ouais, moi, c'est vrai que par le passé, j'ai travaillé avec des boîtes américaines et elles ont cette culture-là, hein, de vraiment rémunérer la top performance. Et c'est vrai que ça peut surprendre du coup parce que tu peux te retrouver après quelques années à avoir des commissions plus élevées finalement que ton salaire fixe. Mm. Et quand tu passes de nouveau dans des entreprises françaises, ce scénario-là, finalement, c'est moins évident, quoi, hein. Et tu peux très vite être capé au niveau de tes commissions et pour justement que ça ne double pas ou triple pas ton salaire fixe, quoi. Ouais. Et alors que pourtant, mathématiquement, c'est démontré que c'est un levier de performance incroyable qui va surmotiver les sales, de se dire, je peux tripler mon variable, tout le monde va se déchirer pour le faire. Ouais, et puis là aussi, c'est du bon sens. C'est du bon sens, mais parfois les financiers le voient pas comme ça. Ouais. Et dans la même veine, c'est pour ça que je dis toujours qu'il est contre-productif de caper les commissions, de plafonner les commissions, parce qu'un commercial qui atteint son plafond, il arrête de travailler, il attend le mois d'après. Ce qui est aussi une autre des manifestations de l'effet frigo que n'importe quel dirigeant souhaite éviter dans son entreprise. Ouais, exactement. Là, on va vraiment arriver à l'heure du podcast. Donc, tu avais un dernier point que tu voulais traiter, et après, on passera aux questions de la fin. Ouais. C'est ce que tu as appelé la visibilité. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Absolument. Le point ici, c'est que vous pouvez avoir la démarche la plus logique en suivant le raisonnement qu'on a fait ensemble tous les deux pour arriver à un plan de commissionnement qui est juste. Si au final ce plan de commissionnement et ce raisonnement n'est pas compris par les sales parce que vous avez juste oublié de bien leur expliquer, oublié de vous rendre compte que il faut prendre le temps de cette pédagogie. Si les commerciaux n'ont pas de visibilité sur leur commission, alors tout ce travail aura été fait pour rien. Donc le plan de commissionnement doit être compris par le commercial. Et si je reboucle avec ce que j'ai pu dire au début, c'est un des points clés que Marc Roberge, le VP Sales de HubSpot, met dans son livre, dans le chapitre où il parle de la rémunération des sales. Il dit que faut que les sales puissent comprendre. Ouais, c'est un peu la même problématique qu'avec le CRM, hein, c'est que on peut être tenté de faire une usine à gaz et finalement après vous perdez le principal intéressé, donc le commercial, et donc soit il remplit pas son CRM, soit il comprend pas son plan de commissionnement et du coup sa performance baisse. Ça veut pas dire qu'il faut faire simplissime,
Au contraire, il y a des moments où c'est nécessaire de complexifier. On ne peut pas tout simplifier tout le temps, mais il faut faire l'effort pour que le sales puisse comprendre cette complexité. Et c'est pour ça qu'on a créé Cobra, et c'est un point sur lequel j'insisterai toujours. D'accord. Avant de passer aux dernières questions de fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tous les points qu'on a vus, Antoine, ou selon toi, on a fait un bon tour de toutes les choses à savoir quand on veut faire un plan de commissionnement? Et ben, il n'y a plus qu'à passer à la pratique pour le plan de commissionnement de la nouvelle année ou du nouveau quarter. Peu importe, il faut toujours que ce plan de commissionnement soit en évolution, et en suivant cette méthode, vous arriverez à des résultats satisfaisants. Ok, bah écoute, merci. C'était vraiment complet, parce que tu as fait un sacré travail pour nous mâcher le boulot, justement. Tu en as parlé un peu au début, là, finalement, du bouquin qui t'a poussé à créer ton projet, ta société. Est-ce que tu as d'autres contenus à partager aux auditeurs qui peuvent être intéressants pour leur progression? Il y a un ensemble de vidéos YouTube qui s'appelle Flip the Script, qui a été enregistré par Beck Holland, qui était la Chief Marketing Officer chez Chorus, Chorus.ai, qui est un logiciel américain. Les vidéos sont absolument incroyables pour n'importe qui débute dans la vente ou qui a besoin de revoir ses fondamentaux. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin de revoir les fondamentaux régulièrement, notamment sur le cold call. C'est tout sur la partie prise de rendez-vous, génération d'intérêt. C'est une vraie bible. Donc Flip the Script par Beck Holland sur YouTube. Ok, bah écoute, je connaissais pas, donc ça fait encore un nouveau contenu à aller consulter. Au niveau des outils ou des routines que tu utilises pour être performant au quotidien, est-ce que tu as des choses que tu pratiques ou que tu as chaque jour qui t'aident à t'améliorer? Moi, j'essaie de toujours apprendre des choses nouvelles tous les jours. Donc, beaucoup lire, que ce soit des livres ou des articles. Et après, quelques logiciels classiques qui m'aident, comme l'application Notion pour la prise de notes, où je suis un fan des rappels de iPhone, Ouais. qui permettent de rien oublier. Ouais, de toute façon, on a vu que tu as une capacité effectivement d'apprentissage, mais aussi de synthèse et d'analyse, où finalement tu nous as traité un sujet complexe qui est le commissionnement des commerciaux avec plein de points différents à prendre en compte. Tu as seulement 24 ans, hein, je le rappelle. Donc j'imagine que oui, c'est une qualité que t'as bien assimilée, effectivement, la capacité d'apprendre et de mettre ça en pratique. Donc, Tu me flattes, c'est trop gentil. ouais, non, mais c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé intéressant. Si tu devais interviewer quelqu'un sur ce podcast, tu me conseillerais d'interviewer qui, Antoine? Je pense à deux personnes. Je pense à Kevin Mert, qui est le CRO de privatiseur. Il m'en voudra peut-être de ne pas avoir bien prononcé son nom. Ouais, CRO pour Chief Revenue Officer. Il est à la fois, voilà, en fait, il est à la fois le manager et le data guy dans le stratège. ok. Il a ces deux casquettes chez privatiseur. Et puis il y a Henri Delorgeril, qui est le CEO de Avisio, qui aujourd'hui maintenant a créé sa société, qui fait du recrutement, mais qui a longtemps été directeur commercial, et qui aura plein de choses à apprendre à tous les auditeurs. Ok, Bien bah plus que écoute, moi. Ah bon, d'accord. Sois pas modeste. Écoute, je vais leur envoyer un message sur LinkedIn, je vais leur proposer, on verra. En tout cas, ils sont les bienvenus sur les héros de la vente. Écoute, Antoine, on a fait le tour. Donc, je te remercie pour ta disponibilité. N'hésitez pas à contacter Antoine si vous avez des questions sur les plans de commissionnement, si vous voulez tester le logiciel Cobra également. On te contacte où, Antoine, sur LinkedIn? Oui, sur LinkedIn ou par mail à antoine@cobra.co. Ok, vous êtes combien dans votre société? On est trois Ouais. associés Tu qui se m'avais dit que connaissons ça d'école.
Ouais, cet été, tu m'avais dit que vous étiez mis en mode confinement ensemble pour bien avancer sur le produit. Ouais, on a Et- fait ça cet été, c'était un super moment qu'on a passé. Ok, bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses avec Cobra, une belle aventure entrepreneuriale, plein de belles ventes aussi. Et, Ouais. euh, et en tout cas, je te remercie d'avoir passé du temps pour préparer l'épisode et puis pour l'enregistrer. Bah, je te N'hésitez remercie de m'avoir pas, invité, c'était un honneur. ouais, bah, merci à toi. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à être visible. Et puis à partager l'épisode à vos contacts qui doivent créer des commissions ou changer leur plan de commissionnement. Antoine, à bientôt. Merci Alexandre, à bientôt. Salut. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!